Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mozabytes. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Arthur Waller, le CEO et cofondateur de Penny Lane. Pour ceux qui ne connaissent pas Penny Lane, c'est une de nos très belles licornes françaises qui a révolutionné le secteur de la comptabilité. Ils ont sorti ces derniers mois plusieurs fonctionnalités de GenAI hyper intéressantes et on avait hâte de recevoir Arthur pour en parler. Bonne écoute à tous. Hello Arthur, merci d'être parmi nous dans ce nouvel épisode de Mozabytes. Pour démarrer, si ça te va, est-ce que tu peux prendre 2 minutes peut-être pour te présenter et présenter ce que fait Penny Lane? Avec plaisir et merci encore pour l'invitation aujourd'hui. Donc moi je suis Arthur, je suis un des 7 cofondateurs et le dirigeant de Penny Lane. Et Penny Lane, on est un outil tout en un de gestion financière et de comptabilité à destination des experts comptables qui accompagnent leurs clients TPE et leurs clients PME, voire ETI sur l'outil. Génial. Peut-être dire 2 mots aussi sur ton expérience passée avant Penny Lane. Je sais qu'elle a été assez riche. Ouais. Alors avant Penny Lane, on avait créé avec mes associés une première boîte qui s'appelait Price Match, qui était un outil SaaS de yield management, donc pour aider les hôtels à faire varier les prix en fonction de la demande. Ok, génial. Donc déjà, basé sur l'IA ou pas loin. Ouais, c'était des algos de machine learning qui prenaient en input le taux de remplissage d'une chambre pour une date donnée et son rythme, le prix des concurrents, les événements, etc., qui faisaient de la prévision du forecast de demande et avec l'estimation de l'élasticité prix et qui allait du coup recommander une sorte de chemin optimal de prix jusqu'à la date en question. Et alors le truc intéressant, c'est que on a vendu cette première boîte à Booking. C'était Thomas Cassou qui était notre Head of Machine Learning chez Price Match. Il est, lui, resté assez longtemps chez Booking, je crois 5 ou 6 ans. Et il nous a rejoint du coup aussi dans l'aventure Penny Lane. C'est lui qui est le Head of Data et tout ce qui est AI chez Penny Lane. Donc on bosse ensemble depuis un bout de temps et il est assez calé dans ces sujets-là. Canon. Et ben justement, c'est Et un bon. il était directeur de toute l'infra machine learning de Booking en fait à la fin, avant de nous rejoindre. Ok, super. Bah, c'est une bonne transition justement sur les sujets qui nous concernent aujourd'hui de GenAI. Donc, pour ceux qui connaissaient Penny Lane, c'est un outil qui était déjà assez mature en termes d'un point de vue produit. Moi, la première question que j'aurais, c'est qu'est-ce que finalement la GenAI a bouleversé pour Penny Lane parce que les use cases ne sont pas forcément évidents dans la comptabilité. Et donc, c'est hyper intéressant d'avoir ta vision sur comment justement pourquoi vous avez voulu justement transformer un produit mature, SaaS de comptabilité et intégrer des fonctionnalités de GenAI dedans. Ouais, alors nous, on fait pas mal d'IA, on va dire traditionnelle depuis le début. Quelques cas d'usage qui parleront aux auditeurs. On fait de l'OCR. On reconnaît sur une facture le montant, le nom du fournisseur, la TVA, etc. On fait de l'imputation comptable automatisée. Donc, à partir de la donnée historique, automatiquement recommander que telle facture, elle va dans tel compte comptable, telle transaction, elle va dans telle contrepartie comptable, etc. On fait pas mal d'IA pour recommander de la réconciliation, donc trouver des matchs entre factures et transactions, recommander de l'imputation analytique, genre de choses. Et donc on avait une équipe une vingtaine de personnes en data au sens large. Et je dirais que pour le coup, l'IA générative sur ces trucs-là, pour nous, elle change pas grand-chose. Pourquoi ? Parce que les comptables, en fait, ils ont quand même, contrairement aux préjugés qu'on peut avoir, ils ont quand même déjà fait énormément de choses, on va dire, à la main, de façon artisanale, en créant des règles manuelles un peu hard-codées, hein, en disant si dans mon libellé de transaction, il y a tel truc, mets-le dans tel compte comptable, etc. Et je dirais que ce qu'amène l'IA générative en plus est relativement limité. Ils ont déjà payé le coût. C'était très pénible de faire toutes ces règles à la main, mais le coût, il a déjà été payé, donc l'incrémental, il n'est pas incroyable. Et donc, nous, on s'est demandé assez vite sur quel cas d'usage on va pouvoir aller faire de l'IA générative. Alors, moi, généralement, j'étais plutôt sceptique au tout début, en me disant, c'est quoi, c'est un truc hype. En vrai, les questions que tu posais sur ChatGPT au tout début, c'était un peu les mêmes que tu pouvais poser sur Google. C'était un peu un autre moyen d'avoir une même réponse que tu aurais eu sur Google, mais voilà. Moi, ce qui m'a vraiment fait prendre conscience du potentiel de la chose, c'est nos devs qui se sont mis à utiliser du coup GitHub Copilot et qui, du coup, eux
eux, les devs, ils passent pas mal de temps dans leur éditeur de texte, quoi, là où ils écrivent du code. Et on a assez vite pris des licences GitHub Copilot. Puis on a vu qu'il y avait une grosse adoption et que tous, ils commençaient à utiliser l'autocomplete qui leur pré-rédige la fin de leur ligne de code, qui leur dit, qui scanne leur code et qui leur dit tiens, là, tu as des erreurs, etc. Et moi, je me suis assez vite dit, en fait, il y a beaucoup de similitudes entre un dev et un comptable, en fait. Les deux, ils manipulent de la donnée très structurée. Un, c'est du code informatique, l'autre, c'est de la donnée comptable, mais qui est très structurée aussi, parce que c'est un plan comptable, etc. Et les deux, ils passent beaucoup de temps dans un outil, un dans son éditeur de texte et l'autre dans son outil de production comptable. Et donc, nous, en gros, notre vision, c'est d'être le copilot de l'utilisateur comptable, quoi. C'est ça notre cas d'usage principal. Et du coup, d'être le copilot de l'utilisateur comptable, c'est bien beau, mais il faut encore aller trouver des cas d'usage un peu plus précis. Donc nous, aujourd'hui, ce qu'on a déjà en production, on a du chatbot avec deux branches, on va dire. Une branche qui est l'utilisation de Penny Lane, donc qui est entraînée sur notre centre d'aide et tout l'historique de nos tickets de notre équipe support cabinet. Et une deuxième branche qui est plutôt du métier. Donc là, c'est là où tu peux poser des questions du genre, je sais pas moi, est-ce que mon client il est éligible au régime fiscal simplifié? Et là, la force de Penny Lane, c'est qu'on va d'un côté récupérer de la donnée, on va dire, légale. Donc aujourd'hui, on utilise la donnée publique type le BOFIP. Et on va venir combiner ça avec la donnée financière et comptable de la société. Typiquement, le BOFIP, il va te dire pour être éligible au régime fiscal simplifié, il faut être en dessous de tel seuil de chiffre d'affaires, il faut être dans tel régime fiscal, etc. Donc nous, on va d'un côté avoir ça, et puis on va dire, dans ton cas, moi je connais tes seuils, je connais ton chiffre d'affaires, je sais ton régime fiscal, et du coup je sais répondre à la question directement et pas juste te donner la théorie, quoi. Et ça va être là qu'est notre force. Donc ça, c'est un premier cas d'usage, c'est vraiment ce chatbot. Et pour vraiment être pertinent, c'est réussir à prendre en compte autant que possible le contexte de l'entreprise pour pas juste te donner parce que si je te donne juste la règle de qu'est-ce qu'il faut pour être éligible au régime fiscal simplifié, en fait je crée pas énormément de valeur par rapport à Google ou Compta Online ou Francis Lefebvre qui te fait les éditions législatives ou autres. Je crée vraiment de la valeur si je viens combiner ça avec le contexte. Aujourd'hui, je sais prendre en compte le contexte macro du dossier. Et mon enjeu demain, c'est de venir prendre en compte le contexte plus micro. Sur quelle page t'es ? Si tes immobilisations, elles ne cadrent pas, que tu aies un bouton pour qu'il puisse dire, c'est un truc que je vais sortir en décembre là, pourquoi mes immos, elles ne cadrent pas ? Et ça va venir te dire exactement pourquoi elles ne cadrent pas, pour t'aider à gagner du temps là-dessus. Ça, c'est un premier grand pan. Le deuxième grand pan, c'est scanner ta compta pour t'aider à détecter des anomalies. Et le troisième grand pan, qui je pense est peut-être celui qui aura le plus de valeur à terme, mais qui est le plus complexe, c'est comment j'aide les collaborateurs de cabinet comptable à basculer d'une posture je fais de la compta à une posture conseil. Chose à laquelle ils vont être forcés, qu'ils le veuillent ou non, parce que tu as la facture électronique qui arrive, qui va automatiser, c'est pas l'IA, c'est la facture électronique qui va automatiser une partie du job réglementaire. Et du coup, ils vont avoir plus de temps pour faire du conseil. Mais il y en a beaucoup, ils savent pas trop par où commencer. Ils ont un peu la peur de la feuille blanche. Et donc, nous, le but, c'est de dire, je te pré-rédige, je fais le premier kilomètre. Puis toi, avec la connaissance que tu as de ton client, du dossier, tu vas pouvoir aller compléter et vraiment envoyer du sur-mesure, quoi. Hyper intéressant. Ça rebondit sur une question que j'avais. Vous avez commencé du coup par les comptables, qui est une profession, comme tu le disais, qui est extrêmement cadrée, extrêmement réglementée et alors dis-moi si je me trompe, mais qui est en tout cas pas la plus digitalisée à date. Et du coup, ça pose un peu la question de est-ce qu'il n'y a pas des challenges justement à réussir à créer de la confiance avec vos utilisateurs comptables sur la fiabilité, à la fois la fiabilité du modèle, des réponses, mais aussi sur créer de la confiance sur le fait que ça va bien être des profils augmentés et non pas des profils remplacés. Alors, sur la fiabilité des modèles, des réponses, etc., première chose qu'on fait, c'est qu'on teste toujours nous en interne. Donc, nous en interne, on utilise Dust. Ouais. Et donc, en fait, on a aussi des profils comptables chez nous qui sont notre support cabinet. C'est des gens qui étaient avant assis dans des cabinets. Et donc, dans un premier temps, nos commerciaux, notre support,
ils utilisent Dust. On a des premiers modèles qui tournent. Et une fois qu'on estime que nous, en interne, c'est des niveaux satisfaisants, à partir de ce moment-là, on met ces modèles en production pour nos utilisateurs directement. Et il y a souvent encore un petit temps d'adaptation pour que ça marche bien pour les utilisateurs. Mais au moins, on n'envoie pas du truc complètement MVP dans la nature, quoi. On suit beaucoup l'adoption. Donc nous, notre principal success metric, c'est on regarde par cohorte des gens qui ont posé des questions typiquement sur le chatbot une semaine donnée. Est-ce que la semaine suivante, ils en reposent, quoi. Et on se dit que s'ils en reposent, c'est qu'ils ont vu de la valeur et qu'ils font assez confiance et qu'ils ont compris les cas d'usage pour réutiliser. Aujourd'hui, si tu prends une semaine donnée, on a à peu près 10% de nos utilisateurs actifs qui posent une question, au moins dans la semaine. Et notre taux de rétention à une semaine est de l'ordre de 25-30%, qu'on en perd quand même pas mal d'une semaine à l'autre. En revanche, ceux qui sont là une semaine plus tard, ils restent. Okay. Aujourd'hui, d'après nous, le principal sujet, c'est qu'ils puissent comprendre et imaginer tous les cas d'usage auxquels on peut répondre. Et donc, au final, le modèle est un truc, mais tu as quand même beaucoup de questions de UX, de où est-ce que le chatbot il est-ce qu'il est facilement accessible, est-ce que pendant qu'il est en train de, est-ce qu'il est rapide, est-ce que pendant qu'il est en train de tourner, tu peux continuer de bosser ou est-ce que ça te bloque tout ton écran, tout ce genre de choses là. Il y a quand même d'autres cas d'usage aussi qui nous sont demandés, notamment plutôt, non pas au niveau d'une entreprise, mais plutôt au niveau de son portefeuille. Et là, tu vas surtout aller toucher des managers du cabinet. Et là, tu as une demande absolument folle. Qui sont mes clients qui ont moins de trésor que d'habitude, qui sont mes clients qui dépensent plus de temps en énergie parce que je sais qu'il y a une nouvelle aide énergie que je vais pouvoir aller leur signaler. Et en fait, ça, aujourd'hui, les comptables, ils savent pas faire du SQL, la plupart. Ils ont souvent pas non plus de données centralisées. Et donc, si tu peux leur donner en langage naturel le moyen d'aller requêter leur base et de trouver qui sont les clients qui répondent à certains critères, tu peux amener énormément de valeur. Donc, c'est ça l'enjeu, c'est de leur montrer tous les cas d'usage qu'on sait débloquer. Maintenant, pour répondre à ta deuxième question sur comment on leur garantit qu'ils vont être augmentés et non pas remplacés, on a déjà pris un engagement fort, très fort vis-à-vis d'eux, qui est qu'on s'est engagé à ce que ce chatbot, tous les chatbots qu'on expose, métiers, leur seront uniquement exposés à eux et pas aux entreprises, pas à leurs clients. Pourquoi ? Déjà, pour la confiance et on va pas être remplacé. Et deux, on sait très bien que sinon ils vont vivre un enfer parce que leur client va leur dire j'ai un chatbot le chatbot de Penny Lane m'a dit que j'étais éligible à tel truc. Pourquoi toi tu m'as dit que j'étais pas éligible, etc. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point, on sait que c'est pas des trucs qui sont 100% fiables, donc on a envie qu'il y ait un utilisateur, un sachant qui analyse la réponse et qui avant de l'envoyer à un client final où tu as quand même des questions de t'engages ta responsabilité, etc. Quelqu'un est vérifié, voilà. Donc ça c'est un engagement fort qu'on a pris. On est là pour t'augmenter, non pas pour te remplacer. Et après je pense pas de toute façon que les entreprises elles cherchent. Elles peuvent toujours aller taper ChatGPT, quoi, tu vois. Voilà. Mais je pense pas que si elles viennent sur l'outil de leur comptable, elles ont envie d'un truc complètement automatisé. Elles ont plutôt envie de conseils. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu à tes questions. Ouais, non, complètement. Puis tu avais répondu aussi dans la question précédente en expliquant que c'était surtout les aider à prendre une posture de conseil plutôt qu'une posture de uniquement comptable et que justement l'IA est là pour aider à faire ça. Donc, hyper intéressant. Et justement, moi, j'ai une question sur comment vous avez réussi à construire justement toutes ces fonctionnalités. Tu me disais que vous aviez 20 personnes qui étaient déjà en data chez vous. Est-ce que vous avez dû justement faire évoluer à la fois faire évoluer l'équipe pour justement penser des nouvelles fonctionnalités et penser des nouveaux produits qui pourraient les leverage à GenAI, ou est-ce que vous êtes appuyé sur les profils existants qui étaient déjà des profils data, déjà des profils qui touchaient à l'AI et que vous avez entre guillemets reconvertis sur des problématiques de GenAI? Alors, je vais rendre à César ce qui est à César. On a 2 personnes chez nous qui étaient passionnées par ça, par ces sujets de GenAI, et qui sont venus nous voir en nous disant je suis sûr qu'il y a des trucs énormes à faire.
nous, à cette époque-là, on n'avait pas forcément encore de capacité de créer une équipe dédiée GenAI, on n'avait pas encore les cas d'usage en tête, etc. Donc moi, ce que je leur ai dit à ces deux personnes-là, c'est construisez votre POC, allez à fond. Donc c'est Claire et Clément pour les citer. Clément avec un profil plutôt tech, dev, ancien team lead, et Claire avec un profil vraiment machine learning, quoi. Plus vraiment maths, quoi, mais qui fait pas du dev, et PM au passage. Et du coup, Claire et Clément, ils ont réussi à réunir autour d'eux, et c'est là vraiment leur force, à réunir autour d'eux un petit nombre de devs, data scientists, etc., qu'ils ont réussi à chauffer à bloc en disant putain, regarde, on va faire des nouveaux trucs. Et il y a quand même un côté sympa d'aller utiliser les dernières technos, et tu vois que tes potes dans les autres boîtes, ils font des trucs et tout. Ils ont bossé plutôt sur leur temps de travail, voire temps perso, ce qui n'est pas idéal, mais parce que passionnés par la chose. Ils ont réussi à shipper des premières versions. Et du coup, comme ces premières versions ont eu pas mal de traction, qu'en parallèle, on continuait d'utiliser Dust et qu'on voyait que ça commençait à bien prendre en interne, etc., il y a un moment où on s'est dit, bon, faut vraiment aller mettre des ressources. C'est pas cool pour eux qu'ils doivent faire ça en plus de leur job existant, quoi. Et du coup, à ce moment-là, on est venu divertir une partie des ressources AI vers du Gen AI. Et on est venu également dédier des devs à cette équipe Gen AI, quoi. Ok. Donc du coup, le parti pris que vous avez pris là, finalement, c'est d'avoir une équipe dédiée GenAI où la majorité des produits ou des lancements de produits GenAI sont regroupés au sein de cette équipe. Ouais, et cette équipe-là, je sais que eux, ils ont la vision de un peu enable aussi les autres équipes à, elles, utiliser notre capacité de GenAI. Parce que concrètement, cette équipe, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a construit une infra, hébergée chez Azure, garantir que les données ne quittent pas nos serveurs, agnostique du modèle en dessous. Donc, on est capable de switcher. Actuellement, on tourne sur Claude 3.5, mais on peut demain aller sur Mistral ou sur OpenAI si ces trucs sont plus performants ou autres. Ils ont construit l'infra de test, qui est quand même un gros sujet. Moi, c'est ça, un des trucs qui m'a marqué, c'est quand tu changes un truc dans du code, tu sais exactement ce qui est attendu comme changement, donc tu peux aller le tester. Là, quand tu changes ton modèle, c'est un peu boîte noire quand même. Donc je dis pas qu'on a un truc parfait, mais typiquement aujourd'hui on a une batterie de 400 questions. Quand on change quelque chose dans le modèle, on va checker qu'on n'a pas de régression en moins sur ces 400 questions. On a tout ce qui est pouce vers le haut, pouce vers le bas pour suivre le CSAT des réponses qu'on apporte, etc. Et c'est hermétique, ultra important dans notre domaine. Si un comptable il dit commente-moi ce compte de résultat, on veut pas que le confrère qui vient dire c'est quoi le résultat net de la société ABC, le truc lui réponde le résultat net de ABC c'est tant et qu'on ait une fuite de données, quoi. Donc ils ont construit cette infra là. Eux ils viennent améliorer les cas d'usage et les features au-dessus. Et leur espoir, je pense pas. Là, je crois qu'on va avoir un premier cas d'usage où une équipe tierce va se saisir de l'infra qu'ils ont construite. Le cas dont je te parlais là sur la révision. Donc, explique-moi pourquoi mon cadrage d'immobilisation ne marche pas. C'est une autre équipe qui a utilisé l'infra pour développer son propre truc, tu vois. Okay. Mais pour l'instant, c'était plutôt cette équipe-là qui construisait des fonctionnalités et des cas d'usage et tout. Ok, hyper clair. Et ça, du coup, c'est pour votre produit digital. Pour tout ce qui est interne, est-ce que c'est aussi cette équipe qui centralise les besoins internes et les projets internes? La même équipe qui a paramétré Dust, qui a branché Dust à Slack, à Metabase, etc. Ouais. Ok. Et justement, donc, je suppose que vous étiez déjà à une boîte où il y avait une vingtaine de profils data, AI. Du côté tech, ça n'a pas dû être difficile de les faire adopter de manière générale la Gen AI dans leur quotidien. Pour le reste de l'équipe, si je pense aux profils sales, CSM ou des profils qui n'étaient pas tech, à quel point aujourd'hui il y a un fort degré d'adoption de la Gen AI dans leur quotidien et à quel point ça a aussi aidé à changer la manière dont ils faisaient leur job? Ils sont ultra fans. Donc moi, je peux le voir facilement parce que donc nous, on a intégré Dust avec Slack. Et donc, on a plein de mini-bots dans Slack. Donc, dans Slack, si tu vas dans notre channel question prospect, tu mets @Dust. Tu as une question de prospect, Dust va te répondre en direct.
Ce midi, j'ai déjeuné avec quelqu'un, je lui montrais ce channel-là. Typiquement, depuis ce matin, on a eu une quinzaine de questions, tu vois. Ça veut dire que mes commerciaux, ils ont posé 15 questions depuis ce matin dans Questions Prospect. Ça se prête particulièrement bien à notre cas parce qu'on a un produit particulièrement vaste. Ouais. Tu vois, si je compare à une néobanque type Conto, le scope des questions que tu peux avoir, que ce soit en support ou en commercial, il est quand même relativement limité. Nous, c'est infini, quoi. La compta, le nombre de cas d'usage, le nombre d'outils métiers avec lesquels tu dois te connecter, le je ne sais quoi, tous les régimes fiscaux, voilà. Et du coup, c'est impossible pour une personne d'avoir toutes les réponses, quoi. Et donc, du coup, il y a beaucoup d'adoption parce que ça permet de répondre vite à ton client, de l'impressionner. Quels sont finalement les learnings que tu tires après un an d'expérimentation sur l'IA, autant en interne qu'en externe? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été plus vite que ce que vous imaginiez et des choses au contraire qui sont plus complexes et même dans le process de conception, est-ce qu'il y a des choses que vous avez apprises et que vous n'imaginiez pas forcément au début? Alors peut-être un learning, c'est je pense qu'il faut mettre très tôt dans la boucle des gens produits qui vont un peu forcer les techniciens, que ce soit les gens de la data ou les devs, à faire des choix pragmatiques. Je te prends un exemple. Je sais qu'à un moment, ils ont perdu 2-3 semaines parce qu'ils voulaient absolument avoir un seul chatbot en entrée, tu vois. Okay. Et que sous le capot, ça vienne distribuer sur le bon sous-chatbot. Et moi, j'arrêtais pas de leur dire, non mais en vrai, l'utilisateur, c'est pas embêtant pour lui de cliquer sur je veux un chatbot question Penny Lane ou un chatbot question compta, tu vois. Mais il y a un truc où le dev, il veut faire le truc parfait. Et donc, je pense que mettre vite des gens du produit pour leur dire c'est pas un drame pour l'utilisateur d'avoir à choisir son chatbot et tu vas gagner 3 semaines, assez important. Que deuxième learning, c'est vraiment que ça vient avec tout un tas de nouveaux problèmes auxquels on n'avait pas pensé, quoi. Donc, typiquement, les histoires de comment tu testes, le fait que ce soit un peu boîte noire, toutes les notions de perf, de UX, qui, je pense, sont en fait à la fin aussi importantes que la qualité du modèle derrière. Et donc, moi, je pense, in fine, que ça va être un truc qui va prendre un peu plus longtemps, comme toutes les grandes innovations, hein, un peu plus longtemps que ce qu'on a pu penser au début, où tout le monde disait ça va tout révolutionner du jour au lendemain, mais qu'au final, ça va être beaucoup plus profond que ce qu'on imagine encore aujourd'hui, quoi. Tu as la même chose sur le smartphone. Apparemment, quand tu as le premier smartphone qui est sorti, c'était à New York, les gens disaient tout de suite, tout le monde aura plein de smartphones. Ça va tout changer. Au final, ça a pris plutôt 15-20 ans. En revanche, personne n'imaginait que tu ferais tout sur ton smartphone, quoi. Et que 4 milliards d'humains auraient un smartphone. Je pense que ça va être pareil avec l'IA générative. Ouais, tu disais, je pense que je suis assez aligné. Tu disais que vous impliquiez très tôt les products dans la phase de conception. Est-ce que vous avez impliqué aussi vos utilisateurs finaux dans cette phase de conception ou est-ce que vous avez plutôt conçu en chambre et après testé avec eux et analysé les KPIs que tu citais? À quel point tu penses pertinent d'intégrer dans les cycles produits classiques? Souvent, on fait des grandes phases de research pour apprendre et ensuite on crée des produits plus ou moins solides. Dans beaucoup d'épisodes de Modabytes qu'on a vu, la plupart du temps, les utilisateurs finaux finalement ne sont pas tellement intégrés dans ces phases de conception parce qu'elles vont assez vite et on va plutôt itérer avec eux une fois qu'on a lancé un premier produit. C'est quoi toi ta vision là-dessus? Alors, Claire et Clément ont eu le mérite de faire un tour de France de l'IA des comptables. Okay. Ils ont été dans 5-6 grandes villes où ils ont présenté en gros ce que c'est l'IA générative, les cas d'usage que nous on avait en tête, etc. Ça a eu le mérite de nous faire apparaître ce cas d'usage au niveau du portefeuille dont je te parlais, auquel nous on n'avait pas pensé initialement. Donc en gros un truc qui te permet de poser une question en langage naturel, qui transforme ça en requête SQL et qui te sort la réponse. Après, tu as, je pense, le cas chez nous, et je pense que ça doit être le cas dans pas mal d'industries, tes utilisateurs en face, ils n'ont pas forcément en tête le pouvoir, ce que c'est faire l'IA générative, une compréhension limitée. Et donc, je pense qu'il vaut mieux aller faire plein de MVP et voir lesquels prennent le mieux que de faire énormément de research, je pense. Ouais.
Bah, en tout cas, j'ai l'impression que c'est le parti pris de beaucoup d'acteurs qui créent avec l'IA aujourd'hui. C'est ce qu'on a l'air de voir, donc je suis assez aligné. Je rebondis peut-être sur ce que tu disais euh, sur le fait que, comme l'iPhone, la Gen AI, ou l'IA de manière générale, ça allait être une révolution tout aussi importante. On a beaucoup entendu que 2025 serait l'année des agents. C'est aussi ce que disait OpenAI lors de leur conférence à Paris au début du mois. C'est quoi, toi, ta vision là-dessus et à quel point tu vois cette avancée côté agent va aussi vous permettre de progresser d'un point de vue produit et en tout cas d'améliorer votre produit et ce que vous avez proposé au comptable demain? Alors moi là, ça devient trop technique pour moi et j'ai demandé plusieurs fois à Claire et Clément de m'expliquer bien la diff entre les agents, etc. Ce que j'ai retenu de mes discussions avec eux, c'est que les progrès qui se font sur les agents sont ce qui rend possible typiquement mon cas d'usage niveau portefeuille, où en fait bah, c'est une succession de plein de petits calculs, d'appels à plein de petites API, etc. C'est pas juste du langage naturel sur un truc, quoi. Et donc je pense, en tout cas moi, c'est le truc qui est le plus demandé par mes utilisateurs. Et ce cas d'usage, il va être débloqué par ça, quoi. Donc j'ai Ok. l'impression, j'imagine que tu as plein d'autres industries où c'est pareil. Et donc je veux bien croire que OpenAI se trompe pas et que effectivement ça a débloqué énormément de valeur, quoi. Ouais, je comprends. Euh, et sur l'allocation des ressources, du coup, vous avez converti des ressources à la GenAI. Enfin, comment ce switch arrive? Parce que je suppose que ces ressources, elles étaient là pour quelque chose et qu'elles avaient du coup une roadmap, des projets qui n'étaient pas forcément dédiés à la GenAI. Du coup, ça doit pas être évident de prioriser et de réussir à libérer du temps et libérer des ressources dédiées à ça. Euh, Comment vous avez fait? Vous avez du coup remplacé ces ressources que vous avez dédiées à la GenAI, vous avez remplacé sur leurs projets existants, ou au contraire, vous avez dépriorisé des projets. À quel point ça a été, tu vois, un peu transformatif pour vous, le fait de vouloir absolument investir à ce point sur l'IA générative? Alors, c'est des choix et des arbitrages d'allocation de ressources, hein, effectivement. Et Claire et Clément nous ont pas mal poussé parce que, comme je te dis, au début, ils étaient un peu genre, bon, vous êtes gentils, mais en fait, vous faites pas de choix, quoi. Vous Seul. nous dites, faites tout, quoi. Et donc, on a vraiment poussé pour avoir de la ressource dédiée. Comme je disais, dev et IA, etc. Et design, d'ailleurs, également. Ok. Je crois que, par exemple, pour design, ils ont plutôt été chercher un freelance en disant, bah, il n'y a pas de ressources dispo en interne et donc, nous, on les a autorisés à aller chercher une ligne en plus. Après, une des chances qu'on a, c'est que nous, on recrute une petite dizaine de nouvelles personnes en R&D par mois. Donc, tu ne dois pas forcément aller euh, piocher dans tes ressources, enfin dans tes budgets existants. C'est plutôt dans des Oui. nouveaux budgets, tu peux arbitrer et dire j'avais prévu de mettre tant de personnes en plus à cet endroit-là. En fait, j'en mets que tant et il y a tant que j'alloue à GenAI. Après, important à noter, c'est des effectifs. Enfin, je pense que c'est des profils très rares et très précieux. Après, en volume de personnes, c'est pas non plus gigantesque, hein, aujourd'hui. Ouais. Et je pense que ce serait une erreur aussi de créer des équipes énormes parce qu'aujourd'hui, c'est des gens qui veulent justement aller super vite, pas avoir trop de lourdeur, etc. Et donc, eux-mêmes, je pense qu'ils cherchent à ne pas avoir non plus des équipes énormes, tu vois, Claire et Clément, quoi. Ouais, pas casser la créativité et la vitesse à laquelle ils peuvent développer. Je comprends. Ça m'intéresse aussi d'avoir ton avis sur l'écosystème tech que tu connais bien. Du coup, ça fait plus de, je sais pas, tu vas me dire, mais 10 ans, 15 ans, à mon avis, que tu es dans cet écosystème-là. On a monté deux boîtes. Et d'ailleurs, je crois que Penny Lane est devenue une licorne en ayant levé assez peu de fonds comparé à d'autres licornes. Et du coup, ça m'intéresse d'avoir ton avis parce qu'on est dans une période dans l'écosystème tech où il y a eu un frein assez fort sur les 18 derniers mois. Il y a l'IA qui arrive. Est-ce que tu penses que ces deux facteurs font qu'on doit repenser un peu le modèle de l'écosystème, de levée de fonds, où on a beaucoup levé, beaucoup dépensé, beaucoup recruté, et ça se ralentit un peu. Là où d'autres modèles, où je vous prends comme exemple, qui ont un peu moins levé, ou d'autres boîtes qui leveragent vraiment très bien la GenAI et qui ont peut-être aussi besoin de moins de ressources, arrivent à être finalement avoir une meilleure vélocité et être un peu plus robustes. Quel impact tu penses que doit avoir la GenAI sur la manière dont on pense le modèle startup et l'écosystème tech aujourd'hui? Alors, pour moi, faut pas non plus tout jeter à la poubelle, quoi. Je pense qu'il y a une notion de cycle économique
naturel hein, et qui se répète dans le temps. Je pense que clairement, en France, on a la BPI qui a arrosé et qu'ils ont beaucoup arrosé et qu'il y a eu sûrement un peu de gâchis, quoi. Ils n'étaient pas en contrôle de tout ce qu'ils dépensaient. Et donc, forcément, il y a des boîtes qui ont été financées, qui n'auraient peut-être pas dû être financées ou pas autant financées, etc. Après, je pense quand même que ça a eu du bon sur la création de l'écosystème, sur le fait qu'il y a des gens qui se sont lancés qui n'auraient pas osé sinon, etc. Moi, je me rappelle toujours, nous on s'est lancé pour la première boîte en 2012. Il n'y avait pas d'écosystème, quoi. Moi, à la sortie de mon master, je ne savais pas vraiment ce que c'était une startup. Un VC, je n'avais jamais entendu ce que c'était. Il y avait pas de... Il y avait zéro base de connaissances sur comment faire. C'était vraiment... je pense que c'est dur de s'imaginer qu'on était tellement en retard il y a juste 12 ans. Donc je pense que ça a du bon. Après, je pense pas que je pense que la Gen AI va être une nouvelle vague de boîtes. Je pense pas que tous les secteurs vont non plus être disruptés. Je pense que Gen AI, c'est un truc qui va créer beaucoup de valeur, pas forcément énormément d'emplois non plus. Je pense que c'est un secteur où, comme je disais tout à l'heure, il faut quelques profils précieux, rares, mais c'est pas des armées de personnes que tu vas employer. Et je pense, je sais pas combien ils sont chez Mistral aujourd'hui, mais c'est pas des... Quand tu regardes la valo comparé à combien ils sont, c'est impressionnant, quoi, le delta. Donc moi, je suis pas sûr que ça change l'écosystème. Pour moi, une des grandes inconnues, c'est à quel point ça va permettre notamment de faciliter la création de software. Parce que l'écosystème tech, il est quand même beaucoup autour du software. Si demain, ça divise par deux le coût de créer un software vertical pour les garagistes, ça veut dire que tu vas pouvoir avoir beaucoup plus de gens qui vont pouvoir faire du software très niche et peut-être pas dans un mode VC, peut-être plus bootstrap pour un marché plus petit, mais à moindre coût, avec moins de capital upfront, quoi. Après, je pense vraiment que Gen AI, c'est une vague parmi d'autres, hein. Une lame de fond parmi d'autres. Moi, les autres grandes lames de fond auxquelles je pense, qui notamment me touchent dans mon domaine, c'est tout ce qui est embedded finance, où je pense que c'est une vague aussi grosse que Gen AI, hein. Tu as quand même, en gros, tout le monde qui est en train de devenir une banque. N'importe quel logiciel métier, il peut intégrer un compte bancaire, faire du crédit. Je pense que ça, c'est une vague quasiment aussi grosse pour l'écosystème tech que Gen AI. Ça donne beaucoup plus de valeur ça augmente mécaniquement la taille de marché de logiciels métiers. Moi, l'exemple que je connais le mieux, c'est de l'hôtellerie. Tu as une boîte qui s'appelle Muse, qui est une licorne là, qui fait des logiciels de gestion hôtelière. Tu vois, ils gagnaient à peu près 6 000 euros par an par hôtel en SaaS. Et aujourd'hui, ils ont monté leur ARPU à 30 000 euros, quoi. Ils gagnent 25 000 euros sur le paiement. Et donc, ça fait que mécaniquement, tu as la même chose avec Planity chez les coiffeurs, avec Toast aux US sur les restos. C'est des boîtes qui arrivent à gagner beaucoup plus de sous grâce à tout ce qui est finance, en piquant ces sous-là aux banques, hein. Donc, je pense que on va assister à des nouvelles vagues, des nouvelles modes. Je pense pas que Gen AI vienne tout changer non plus, quoi. Non, c'est sûr, mais c'est intéressant ce que tu dis sur le fait que potentiellement ça va aider à peut-être créer d'autres modèles plus niches, bootstrap, et que du coup, effectivement, et ça rejoint le deuxième point et la deuxième vague dont tu parlais, où vu que tout le monde pourra tout faire, ça va inciter tout le monde à spécialiser sur certaines industries. Donc effectivement, c'est assez clair. Et peut-être pour finir, dernière question, c'est quoi vos grands projets de l'année prochaine, notamment toujours faut focus plutôt sur l'IA. Donc vous avez lancé Compta Assistant qu'on a vu et les quelques features dont tu as parlé. Est-ce qu'il y a des choses aussi en stock dont tu aimerais parler maintenant ou tu veux réserver la surprise pour les prochains mois? Moi, mon enjeu, c'est augmenter l'usage, hein. Et pour augmenter l'usage, c'est rendre toujours plus pertinent, amener plus de valeur. Je pense que pour amener plus de valeur, il faut que je prenne de plus en plus en compte le contexte micro. Donc, notamment, un des rêves que j'ai, c'est que ce soit plus l'utilisateur qui doit appuyer sur le bouton pour poser une question, mais le chatbot qui lui dise directement attention, j'ai détecté ça. Pour faire ça, j'ai des enjeux quand même de perf. C'est-à-dire que je dois
Parce que moi, une page sur Penny Lane, c'est pas mal de données derrière. Hein. C'est du grand livre comptable. Et donc, c'est comment j'arrive à envoyer le bon subset de données à l'IA pour que ça coûte pas une fortune, pour qu'elle puisse donner un truc pertinent sans à chaque fois tout réanalyser, quoi. Donc, je pense qu'il y a un truc là-dessus. Il y a débloquer plein de nouveaux cas d'usage comme ceux dont je te parlais, sur la révision comptable, sur le pilotage de portefeuille, sur la posture de conseil, la détection de nouvelles missions pour l'expert comptable. Et deux, ça va être de devenir, ça va être un travail de fourmi. Dont on parlait des agents là, et il va falloir créer toutes les micro API qui vont faire le taf pour que les agents ils puissent avoir accès à toute l'info, quoi. Trop bien, super. Et ben, merci beaucoup Arthur. Je pense que c'était très utile d'ouvrir un peu le capot de tout ce que vous avez fait sur l'IH Penny Lane parce qu'on en a beaucoup entendu parler, donc hyper intéressant. Merci pour tout. Merci à toi, David.